Les premiers rayons du soleil caressaient les sommets enneigés de Chamonix-Mont-Blanc lorsque Michel Dubois ajusta son sac à dos pour sa randonnée matinale. Passionné par l'exploration des sentiers moins fréquentés, il avait découvert cette piste particulière dans un vieux guide de montagne, griffonné à la main par un randonneur anonyme. L'air frais mordait ses joues tandis qu'il progressait sur le chemin escarpé, ses pas crissant sur le sol gelé. Le silence de la montagne fut soudainement rompu par un bruissement inhabituel. Michel s'arrêta net, son cœur battant la chamade. Là, à quelques mètres devant lui, se tenait un imposant ours brun. Contrairement à ce qu'il avait appris sur le comportement de ces animaux, celui-ci ne montrait aucun signe d'agressivité. Ses yeux, d'un brun profond, semblaient porter une tristesse presque humaine. « C'est impossible » murmura Michel, figé sur place. L'ours, qu'il baptisa instantanément Bruin dans son esprit, le fixait avec une intensité déconcertante. Puis, contre toute attente, l'animal commença à s'éloigner lentement, se retournant régulièrement comme pour s'assurer que Michel le suivait. Chaque pas de Bruin semblait délibéré, presque calculé. Poussé par une curiosité qui défiait toute logique, Michel décida de suivre l'animal. Le sentier qu'ils empruntaient s'écartait progressivement des chemins balisés, s'enfonçant dans une partie de la forêt que Michel n'avait jamais explorée. L'atmosphère changeait subtilement, les arbres devenaient plus denses, leurs branches s'entrelaçant au-dessus de leur tête comme pour dissimuler quelque chose. Au fil de leur progression, Michel commença à remarquer des détails troublants. Des traces de pneus anciennes marquaient le sol par endroits, contrastant étrangement avec l'environnement sauvage. Des empreintes humaines, à moitié effacées par le temps, se mêlaient aux traces d'animaux. Une odeur particulière flottait dans l'air, un mélange de rouille et de bois brûlé qui n'avait rien de naturel. Soudain, une mélodie lointaine attira son attention. Les notes, portées par le vent, évoquaient un vieux manège de fête foraine, mais la musique était déformée, comme si elle traversait les années pour parvenir jusqu'à lui. Michel frissonna, pas uniquement à cause du froid. Cette mélodie réveillait en lui des souvenirs d'enfance, mais teintée d'une inquiétante étrangeté. Bruin continuait d'avancer, son comportement devenant plus agité à mesure qu'il progressait. Il s'arrêtait parfois pour renifler l'air, comme s'il cherchait quelque chose de précis. Michel remarqua que l'ours suivait un itinéraire bien défini, évitant certaines zones tout en insistant pour en explorer d'autres. La forêt elle-même semblait différente ici, plus ancienne, plus mystérieuse, gardienne de secrets enfouis depuis longtemps. Après plusieurs heures de marche, Michel et son guide improbable arrivèrent dans une clairière dissimulée entre les arbres centenaires. Le spectacle qui s'offrait à lui le laissa sans voix. Devant ses yeux se dressaient les vestiges d'un ancien cirque, à moitié englouti par la végétation. Une immense toile déchirée, autrefois éclatante de couleurs, pendait tristement entre les arbres, ses lambeaux dansant dans la brise comme des fantômes de sa gloire passée. « Le cirque lumière » murmura Michel en découvrant une enseigne rouillée à moitié cachée sous les feuilles mortes. Bruin s'était arrêté près d'une rangée de wagons abandonnés, leur peinture écaillée révélant des traces d'anciennes décorations somptueuses. Sur leurs flancs, on distinguait encore des affiches délavées promettant le plus grand spectacle des Alpes et des numéros extraordinaires jamais vus auparavant. En s'approchant du premier wagon, Michel remarqua des dessins d'enfants sur les parois intérieures. Ces illustrations innocentes racontaient une histoire différente de celle suggérée par l'état d'abandon des lieux. On y voyait des acrobates volant dans les airs, des jongleurs aux costumes étincelants, et des animaux majestueux performant sous le chapiteau. Pourtant, dans certains dessins, une ombre inquiétante semblait se faufiler en arrière-plan, comme un présage de ce qui allait arriver. Le comportement de Bruin devint plus agité lorsqu'ils atteignirent un wagon particulier, plus grand que les autres. L'ours gratta doucement la porte rouillée avec sa patte, émettant un son plaintif qui serra le cœur de Michel. À l'intérieur, une collection d'objets éparpillés racontait l'histoire des derniers jours du cirque, des costumes abandonnés à la hâte, des accessoires de spectacle brisés, et un petit coffre en bois miraculeusement préservé. Les mains tremblantes, Michel ouvrit le coffre. Il contenait des photographies jaunies par le temps, montrant le cirque lumière dans toute sa splendeur. Sur l'une d'elles, un jeune ours brun, attaché à une chaîne, se tenait aux côtés d'un dompteur à l'expression sévère. Michel regarda Bruin, puis la photo, la réalisation le frappant comme un coup de tonnerre. « C'était toi » chuchota-t-il, comprenant enfin pourquoi l'ours l'avait guidé jusqu'ici. Mais ce n'était que le début des découvertes. Au fond du coffre, un carnet attira son attention. Les pages, bien que fragilisées par l'humidité, contenaient des annotations détaillées sur les spectacles, les artistes, et surtout,
sur un mystérieux numéro final qui semblait avoir précipité la fin du cirque. Les dernières rentrées étaient particulièrement troublantes, évoquant des tensions croissantes entre les membres de la troupe et des événements inexplicables qui se multipliaient sous le chapiteau. La lumière déclinait rapidement dans la clairière, créant des ombres inquiétantes entre les wagons abandonnés. Un son métallique résonna soudain dans l'air du soir, comme si quelqu'un déplaçait de vieilles chaînes. Michel se figea, scrutant l'obscurité grandissante. Bruin, lui, semblait de plus en plus nerveux, ses yeux fixés sur un point précis entre les arbres. La mélodie de manège qu'il avait entendue plus tôt revint, plus claire cette fois, accompagnée d'un rire lointain qui ne semblait pas tout à fait humain. La nuit tombait sur les vestiges du cirque lumière, transformant les ombres en silhouettes dansantes. Michel, guidé par une fascination grandissante, décida d'installer son campement près des wagons abandonnés. Bruin restait à proximité, son comportement trahissant une inquiétude croissante alors que l'obscurité enveloppait les lieux. Dans la pénombre, Michel découvrit un nouveau wagon, plus petit que les autres, dont la porte entr'ouverte grinçait doucement dans le vent. À l'intérieur, des étagères croulaient sous le poids de vieux journaux et de documents administratifs. Un article en particulier attira son attention, le Cirque Lumière promet un spectacle révolutionnaire pour sa dernière représentation. La date remontait à 15 ans exactement. Parmi les papiers éparpillés, Michel trouva une collection de lettres attachées par un ruban défraîchi. La première, écrite d'une main tremblante, était signée par une certaine Élise, l'ancienne trapéziste vedette. « Cher Antoine, quelque chose ne va pas dans ce cirque. Les animaux sont agités, ils sentent quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Le nouveau numéro que le directeur veut présenter, ce n'est pas naturel. Je t'en supplie, aide-nous à partir d'ici. » Un bruit sourd fit sursauter Michel. Une boîte était tombée d'une étagère, répandant son contenu sur le sol. Des photos s'en échappèrent, révélant des clichés troublants du dernier spectacle. Sur l'une d'elles, on distinguait une forme étrange dans les gradins, comme une silhouette floue qui n'aurait pas dû être là. La photo suivante montrait le chapiteau illuminé de l'intérieur par une lueur verdâtre inexplicable. Soudain, la mélodie du manège retentit à nouveau, plus proche cette fois. Elle semblait provenir de plusieurs endroits à la fois, comme si le son rebondissait entre les arbres. Bruin se mit à gronder doucement, ses yeux fixés sur un point dans l'obscurité. Michel suivit son regard et aperçut une faible lueur qui dansait entre les arbres, s'approchant puis s'éloignant comme pour les attirer. Dans un autre wagon, Michel découvrit le journal intime du directeur du cirque, Monsieur Laurent. Les dernières pages révélaient son obsession grandissante pour un ancien livre de folklore alpin qu'il avait acquis lors d'une représentation à Genève. Le livre parlait d'une légende locale, celle d'un spectacle si extraordinaire qu'il pouvait transcender les limites entre le monde des vivants et celui des rêves. La température chuta brusquement, créant un halo de buée autour de la lampe frontale de Michel. Des bruits de pas résonnèrent sur le sol gelé, mais lorsqu'il se retourna, il ne vit personne. Seules les empreintes fraîches dans la terre trahissaient une présence récente. Bruin s'agita davantage, émettant des sons plaintifs tout en fixant les ombres qui semblaient maintenant bouger d'elles-mêmes. Une page arrachée du journal attira son attention, le livre avait raison. Les anciens savaient comment créer un spectacle véritablement magique. Mais le prix à payer. Je commence à comprendre pourquoi ils avaient abandonné ces pratiques. Les artistes ne comprennent pas encore, mais bientôt, très bientôt, le Cirque Lumière deviendra légendaire. Ce soir, nous franchirons la frontière entre le possible et l'impossible. La lune éclairait faiblement la clairière lorsqu'un nouveau son attira l'attention de Michel, le tintement cristallin d'une boîte à musique. Il provenait d'une roulotte sophistiquée, légèrement à l'écart des autres. Sur sa porte, des lettres dorées à moitié effacées indiquaient « Madame Céleste, voyante et médium ». L'intérieur de la roulotte était resté étonnamment préservé. Des rideaux de velours pourpre, bien que poussiéreux, habillaient encore les fenêtres. Sur une table ronde, une boîte à musique en cuivre continuait de jouer toute seule, ses notes mélancoliques se mêlant au bruit nocturne de la forêt. Michel découvrit un journal intime caché sous un coussin brodé. « Les visions deviennent plus intenses », avait écrit Madame Céleste. « J'ai averti Monsieur Laurent que ses expériences avec le livre ancien perturbent l'équilibre naturel. Les animaux le sentent aussi, particulièrement le jeune Bruin. Hier soir, pendant la répétition, l'air s'est chargé d'électricité statique, et les miroirs ont commencé à refléter des images impossibles. Le directeur refuse d'écouter mes avertissements, obsédé par l'idée de créer un spectacle qui transcenderait la réalité. » Bruin s'approcha silencieusement de la roulotte,
son museau pointé vers une malle ancienne. Michel l'ouvrit délicatement, révélant une collection de photographies et de documents. Une image en particulier retint son attention, elle montrait l'ensemble de la troupe devant le chapiteau, tout sourire. Mais en y regardant de plus près, des détails troublants apparaissaient. Des formes brumeuses entouraient les artistes, et leurs ombres semblaient se diriger dans la mauvaise direction. Un carnet de notes détaillait les changements progressifs qui avaient affecté le cirque. Les spectacles étaient devenus de plus en plus étranges, défiant les lois de la physique. Les acrobates semblaient véritablement voler, les illusions du magicien se transformaient en réalité, et les animaux manifestaient des comportements inexplicables. Le public était fasciné, mais les artistes commençaient à craindre leur propre numéro. Soudain, un souffle glacial traversa la roulotte, faisant vaciller la flamme de la lanterne. Dans le miroir poussiéreux accroché au mur, Michel aperçut furtivement des silhouettes en costume de cirque, dansant dans un chapiteau illuminé. Lorsqu'il se retourna, la roulotte était vide, mais la musique continuait, plus forte qu'avant. Les dernières pages du journal de Madame Céleste révélaient une prophétie inquiétante. Le livre ancien parle d'un point de non-retour, un moment où la frontière entre les mondes devient si fine qu'elle peut se déchirer. Monsieur Laurent pense pouvoir contrôler ses forces, mais il ne comprend pas. Le spectacle final qu'il prépare ne sera pas une simple représentation, il ouvrira une porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. La mélodie du manège atteignit son paroxysme tandis que Michel et Bruin s'approchaient des ruines du chapiteau principal. Les lambeaux de toile claquaient dans le vent nocturne, créant des ombres mouvantes sur le sol gelé. Au centre de l'espace se dressait encore la piste circulaire, son cercle parfait désormais envahi par la végétation. Un cahier aux pages jaunies, abandonné près des gradins rouillés, contenait les notes du régisseur sur le dernier spectacle. Les répétitions deviennent de plus en plus étranges, avait-il écrit. Les costumes brillent d'une lumière propre même dans l'obscurité. Les instruments de l'orchestre jouent seuls la nuit. Ce matin, nous avons trouvé des traces de pas sur le trapèze, comme si quelqu'un avait marché dans les airs. En explorant les coulisses abandonnées, Michel découvrit une collection d'accessoires inhabituels, des miroirs aux reflets changeants, des instruments de musique aux formes impossibles, et un livre ancien couvert de symboles étranges. Les pages du livre semblaient vibrer sous ses doigts, et les illustrations paraissaient se modifier lorsqu'il détournait le regard. Bruin s'arrêta devant une grande cage rouillée, émettant un son plaintif. À l'intérieur, Michel trouva un collier orné de pierres brillantes et un carnet appartenant au dresseur principal. Les dernières entrées décrivaient comment les animaux étaient devenus de plus en plus agités à mesure que le spectacle final approchait. « Il voit quelque chose que nous ne pouvons pas voir », avait noté le dresseur. Bruin, en particulier, refuse d'entrer dans le chapiteau pendant les répétitions du numéro final. Un coup de vent soudain fit tourbillonner les feuilles mortes dans la piste, formant une spirale parfaite. La température chuta brutalement, et des lumières étranges commencèrent à danser entre les débris. Michel entendit distinctement des applaudissements lointains et des rires d'enfants, comme si le cirque reprenait vie autour de lui. Dans un coin du chapiteau, il découvrit une affiche intacte annonçant le dernier spectacle, le cirque Lumière présente, La Nuit des Merveilles, un spectacle qui transcende la réalité. Les notes du directeur artistique, trouvées à proximité, révélaient l'ampleur de leur ambition. Ce soir, nous allons créer une performance qui existe simultanément dans deux mondes. Les anciens textes parlent d'un moment magique où les frontières entre les réalités deviennent poreuses. Nous avons trouvé la formule parfaite. Soudain, les lumières fantomatiques s'intensifièrent, et la musique du manège atteignit un crescendo surréaliste. Les ombres sur les murs du chapiteau semblaient prendre vie, rejouant des scènes d'un spectacle d'un autre temps. Bruin se tenait immobile, ses yeux fixés sur un point précis de la piste, comme s'il revivait les événements de cette dernière soirée fatidique. La piste du cirque s'illumina d'une lueur surnaturelle, baignant le chapiteau délabré d'une clarté opaline. Les vieux projecteurs rouillés s'allumèrent un à un, sans source d'électricité apparente. L'air vibrait d'une énergie particulière, chargée de souvenirs et d'échos d'un passé pas si lointain. Michel découvrit un dernier journal, celui d'une jeune trapéziste nommée Sophie. Les pages finales racontaient les événements extraordinaires de l'ultime représentation. Le directeur a commencé le spectacle en récitant des phrases du livre ancien. L'air est devenu électrique. Les costumes brillaient comme des constellations, et la musique semblait venir de partout et nulle part à la fois. Nous dansions et volions véritablement, libérés des lois de la gravité. Le public était en extase, mais quelque chose d'autre se produisait, quelque chose que nous ne pouvions pas contrôler.
Une bourrasque de vent fit tourbillonner les vieux programmes autour de Michel, et soudain, le chapiteau sembla se transformer. Les déchirures dans la toile se refermèrent, les couleurs fanées retrouvèrent leur éclat d'antan. L'espace d'un instant, il se retrouva dans le cirque lumière tel qu'il était 15 ans auparavant, vibrant de vie et de magie. Des silhouettes translucides apparurent dans les gradins, un public fantomatique venu assister une dernière fois au spectacle. Sur la piste, des artistes éthérés exécutaient leur numéro avec une grâce surnaturelle. Bruin regardait la scène avec une intensité particulière, ses yeux fixés sur son jeune double qui performait dans le spectacle. Le directeur avait réussi, continuait le journal de Sophie. Il avait créé un spectacle qui existait entre deux mondes. Mais le prix à payer était trop élevé. La magie est devenue incontrôlable. Les frontières entre les réalités se sont estompées, et le cirque tout entier s'est retrouvé piégé dans un entre-deux, ni tout à fait ici, ni tout à fait ailleurs. La réalisation frappa Michel, le cirque lumière n'avait jamais vraiment disparu. Il continuait d'exister dans une dimension parallèle, rejouant éternellement son dernier spectacle. Les apparitions, les sons, la musique, tout était réel, mais appartenant à un autre plan de la réalité. Bruin s'approcha de Michel et posa doucement sa patte sur un point précis de la piste. En dessous, Michel découvrit une trappe secrète contenant le livre ancien qui avait tout déclenché. Les pages étaient couvertes de formules et de symboles mystérieux, mais aussi d'un avertissement clair: la magie du cirque réside dans l'illusion, pas dans la transformation de la réalité. À cet instant, les lumières fantomatiques commencèrent à s'estomper. Les silhouettes des artistes s'effacèrent progressivement, retournant dans leur dimension parallèle. Seule la mélodie du manège persistait, plus douce maintenant, comme une berceuse lointaine. Michel comprit alors pourquoi Bruin l'avait guidé jusqu'ici. L'ours n'était pas simplement un survivant, il était devenu le gardien de ce lieu magique, le pont entre les deux mondes, veillant à ce que le secret du cirque lumière ne soit jamais oublié, mais aussi jamais répété. La nuit s'achevait, et avec elle, la magie du spectacle éternel. Mais le mystère du cirque lumière continuerait de vivre, préservé dans les montagnes de Chamonix, attendant peut-être qu'un autre explorateur curieux soit guidé jusqu'à ses secrets par un ours brun au regard étrangement humain.